Je vais essayer de faire mon métier de président de séance en vous proposant de passer à la communication suivante. Nous sommes déjà en retard et nous pourrons aussi croiser des questions, précisément après la communication de Jessica Desclaux. Alors, Jessica, que je laisse s'installer, mais je vais la présenter. Jessica Desclaux est agrégée de lettres. Elle a fait une thèse sous la direction d'Antoine Compagnon et qui portait sur les voyages de Maurice Barrès. Barrès est une figure qui, nous le savons tous, s'est beaucoup intéressée à l'art. Il y a le Gréco, mais bien d'autres choses aussi. Chez Maurice Barrès, qui concerne l'art et l'histoire de l'art. Elle est actuellement en postdoc, comme on dit, au musée du Louvre, au Centre Vivant Denon et à la Sorbonne, où elle travaille sur les écrivains au musée du Louvre. Je citerai à cette occasion une magnifique journée d'études qu'elle avait dirigée avec Françoise Mardrus au mois de juin dernier et qui doit être prochainement publiée à la revue d'histoire de la littérature. C'est ça, voilà. Revue d'histoire littéraire de France. Nous lui laissons la parole, nous l'écoutons. Merci beaucoup. Je crois que c'est très impressionnant pour une littéraire de prendre la parole au milieu de spécialistes éminents de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'art. Et j'y suis allée par la porte d'un littéraire, La Fenestre, et en ayant beaucoup en tête le jugement un peu sévère, peut-être, d'historien de l'art contemporain de La Fenestre. Alors, je ne sais plus si c'est Muns ou Berenson, vous le citiez dans l'article que vous aviez coécrit avec Claire Barbillon. La Fenestre est un ignorant charmant. Donc, ignorant, je saurais l'être. Charmant, je vais essayer de faire mon possible. Dans sa leçon d'ouverture, publiée dans la revue politique et littéraire le 17 juillet 1920, André Michel esquisse une histoire de l'art au Collège de France, où il consacre un long passage à son prédécesseur. Dans le portrait qu'il dépeint de Georges Lafenestre, il commence par évoquer l'atelier de ses cours. Mais j'en viens à l'enseignement de Lafenestre dans cette chaire. Grâce à l'obligeance de son fils et de mon collègue et ami Léonce Bénédicte, j'ai eu le privilège de pouvoir feuilleter les volumineux dossiers de notes, documents, fragments de cours plus ou moins rédigés, plans, références, bibliographies que, 30 ans durant, il réunit en vue de ses leçons. Les liasses épaisses, serrées dans leurs chemises et leurs sangles, s'entassent, s'empilent sur les tables et sur les rayons, en attendant d'être déposées, selon son vœu, à la bibliothèque de l'Institut. À contempler cet amas de documents, résultat d'une vaste enquête et d'un immense labeur, on éprouve une grande mélancolie, comme dans un chantier où les matériaux s'entassent à pied d'œuvre, attendant l'architecte qui ne reviendra plus. Pour André Michel, formé à l'École des Chartes, l'atelier est révélateur de la méthode de travail, renseigne sur la manière dont Lafenestre a abordé l'art en historien. Ces manuscrits n'ont pas été légués à l'Institut, ni au Collège de France, mais à la BCMN, c'est-à-dire la Bibliothèque centrale des musées nationaux. Et je remercie Françoise Mardrus d'avoir attiré mon attention sur l'existence de ces documents. En 1937, Pierre Lafenestre, fils unique de Georges, propose d'en faire don au Musée de France après que le conservateur adjoint au Musée du Luxembourg, Pierre Ladoué, ait retrouvé dans le grenier, je cite un extrait de la correspondance que vous voyez à l'écran, et retrouvé dans le grenier un demi-siècle de notes. Le fond, tel qu'il est consultable aujourd'hui à l'INEHA, n'est plus que le fragment d'un atelier bien plus vaste, mais néanmoins important. 550 feuillets de notes du cours du Collège de France, 314 feuillets de l'École du Louvre, de la correspondance, notamment 265 lettres à Jean Guiffray, son élève et adjoint à la conservation et des manuscrits littéraires. De 52 à 81 ans, âge de sa mort, Lafenestre a enseigné dans ses murs, d'abord en tant que suppléant de Guillaume, puis professeur, soit pendant près de 30 ans, ce qui constitue le plus long enseignement d'esthétique et histoire de l'art au collège.
Les cours les plus représentés dans le fond de la BCMN concernent la période de 1886 à 1905, celle où La Fenestre est à la fois conservateur du département des peintures et des dessins au Louvre, professeur à l'école du Louvre, suppléant au Collège de France. Cette vingtaine d'années, qui mène également de la première candidature malheureuse de La Fenestre au Collège de France en 1882 à celle glorieuse de 1905, m'est apparue plus riche pour notre sujet que les années où La Fenestre est professeur de 1905 à 1919. Elle est particulièrement intéressante pour étudier la manière dont le profil du conservateur-professeur s'impose au Collège de France avec La Fenestre et pour analyser la circulation et répartition des savoirs entre 3 établissements, un musée et 2 lieux d'enseignement de statut différents. Donc tout d'abord, l'entre-deux tours, la montée du conservateur-professeur. Entre les 2 candidatures à la chaire du Collège de France, le profil de La Fenestre change considérablement. En 20 ans, il devient une figure importante du conservateur-professeur, un homme qui fait carrière entre plusieurs établissements. Le double profil de conservateur et professeur a une tradition plus ancienne dans les chaires d'archéologie que dans celles d'esthétique ou d'histoire de l'art, où la fondation de l'école du Louvre a joué un rôle important, comme nous l'a rappelé Philippe Duret. De ce point de vue-là, le cas de La Fenestre est particulièrement intéressant. Il est le premier titulaire de la chaire d'histoire de la peinture à l'école du Louvre, première chaire ne portant pas sur l'Antiquité, créée pour répondre aux besoins d'étudier un autre pan des collections du musée. Il est nommé par décret à ce poste le 30 janvier 1886, précédant légèrement la nomination au poste d'adjoint à la conservation au département des peintures et des dessins, qui a lieu la même année. De 1888 à 1905, il est conservateur en chef de ce département. Parallèlement au poste du musée du Louvre, il occupe non pas un seul, mais 2 postes d'enseignant. Il devient suppléant de Guillaume au Collège de France à partir de 1889 jusqu'en 1905. Le poste de suppléant s'avère plus lourd et plus régulier que prévu, du fait de la nomination de Guillaume au poste de directeur de l'Académie de France à Rome en 1891. Au fil de sa correspondance avec Jean Guiffret, son élève, comme je l'ai dit à l'école du Louvre, devenu son adjoint à la conservation, La Fenestre se confie sur la charge excessive de ce qu'il appelle son double professorat, qui nuit à ses autres travaux et dégrade l'état de sa santé. Donc, j'ai sélectionné quelques lettres. Je suis débordée et mes yeux vont de mal en pis. J'espérais du moins cette année être libre du côté du Collège de France. J'avais même pris un renseignement, je ne suis pas sûre d'avoir bien déchiffré, mesures nécessaires et commencé quelques travaux. Au dernier moment, M. Guillaume, vous le savez sans doute si vous l'avez vu, m'a prié par télégraphe de suppléer encore. Il me faut donc mettre en 4 et même en 6 pour arriver à temps. Dans le fond du Collège de France, on retrouve ces nombreux télégrammes qui indiquent que La Fenestre sera suppléant. Je vous en ai mis que 2. Et dans les archives du Collège de France, vous voyez toutes les années où La Fenestre supplée à Guillaume. Et 5 ans plus tard, il parle du désir de, je cite, « retrouver dans le calme des occupations silencieuses sa santé dont le mauvais état s'aggrave chaque hiver par suite des fatigues excessives du Collège de France et de l'école du Louvre. » Les fatigues excessives se font particulièrement sentir à partir de 1903. La Fenestre se fait suppléer à l'école du Louvre de 1903 à 1905 par Henri de Chenevière et interrompt en cours de semestre son enseignement au Collège de France 2 années consécutives. Situation assez rare au collège où le suppléant épuisé ne peut plus suppléer. Donc, je vais faire un peu l'apologie du suppléant, vous l'aurez compris dans mon intervention. Le scénario de carrière qui amène La Fenestre à devenir conservateur-professeur a été rendu possible par la création de l'école du Louvre en 1882, mais ne correspond pas à celui que La Fenestre avait en tête quelques années auparavant. L'homme rêvait bien à un profil double où le poste au musée constituait un pôle de son idéal, mais non articulé à celui de professeur.
En septembre 1878, alors qu'il est en vacances, il se confie à ce sujet au marquis de Chenevière, directeur des Beaux-Arts. Donc je vous cite un extrait d'une lettre assez longue. Je crois en 15 jours avoir repris mon équilibre. Je fais des vers, je lis des poètes anglais, je me remets à l'allemand, je me sens renaître. Ah, si j'en pouvais sortir tout à fait de cette rue de Valois, me trouver dans quelques tours de musée ou de bibliothèque, je crois que je ne m'endormirai pas et que je ferai peut-être de meilleures besognes. La Fenestre songe à quitter son poste administratif aux Beaux-Arts pour une tour d'ivoire ou écrire. La bibliothèque, tout comme le musée, constitue, selon un discours et un imaginaire répandu à l'époque, des sinécures pour écrivains. La Fenestre, qui est aussi un poète lié au groupe parnassien, a pour modèle plusieurs amis. Le comte de Lille et Anatole France occupent des postes à la bibliothèque du Sénat. Il existe aussi une tradition littéraire au musée. La double carrière de conservateur et professeur que mène La Fenestre s'interrompt en 1905 lorsqu'il est élu à la chaire du Collège de France et renonce ainsi au poste au musée et à l'école du Louvre. Malgré la continuité apparente d'élire le suppléant, l'élection de 1905 est un moment de mutation dans l'histoire des chaires d'esthétique et d'histoire de l'art au collège. La comparaison des profils des candidats entre 1882 et 1905 montre la montée du nombre de conservateurs de musée. En 1882, nul conservateur de musée ne se présente à la succession de Charles Blanc, tandis qu'en 1905, sur 4 candidats, 3 sont conservateurs, 2 au musée du Louvre, La Fenestre et Edmond Potier, conservateur adjoint du département des antiquités orientales et de la céramique antique depuis 1893, 1 au musée de Versailles, Pierre de Nolac. Seul Émile Malle ne l'est pas et occupe un poste de professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand depuis 1898, avant de devenir chargé de cours en 1906, puis en 1912 titulaire de la chaire d'histoire de l'art chrétien au Moyen-Âge à la Sorbonne. Dans les 3 cas, la fonction de conservateur est mise en avant dans les rapports de présentation, puis dans le décret. Et dans ce document qui est un peu flou, qui a été constitué par les archivistes du collège, ce qui était assez amusant de voir, c'est que La Fenestre est toujours le premier à envoyer sa lettre de candidature. Enfin, il devance toujours tout le monde, et c'est assez amusant. Pour ceux qui font de la campagne de maître de conférence, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai tendance à tellement angoisser, relire, que je suis plus à mon avis dans les dernières. Donc, monsieur, dans ses rapports de présentation, notamment celui de La Fenestre, je vous lis celui que rédige Cagna. Cagna, c'est le titulaire de la chaire d'épigraphie et d'archéologie romaine. Monsieur La Fenestre, membre de l'Institut, conservateur des peintures au musée du Louvre, professeur de l'histoire de la peinture à l'école du Louvre. Si on regarde le rapport de présentation de Potier, c'est M. Boissier, qui est titulaire de la chaire de l'histoire de la poésie latine, présente les titres de M. Potier. M. Potier est ancien élève de l'école normale supérieure et de l'école d'Athènes, conservateur au musée du Louvre, professeur à l'école du Louvre, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis plusieurs années. Il a organisé toute une galerie au Louvre. On peut juger l'importance particulière du poste au Louvre au fait que Potier arrive en seconde ligne, et je reviendrai sur cette notion de seconde ligne, certes au bout de 3 tours d'un match d'abord serré avec Malle, l'autre titulaire d'une thèse de doctorat avec lui. Il le gagne haut la main à la fin face à Malle. Comment expliquer le changement de profil des candidats au Collège de France entre 1882 et 1905 ? La première explication que j'écarterai est celle du peu de candidats possibles pour occuper un tel poste. Plusieurs personnalités se sont retirées de la campagne en cours de route, Souriau et Berthaud. 2 autres explications peuvent être avancées sous forme de questions. Premièrement, est-ce un impact de la création de l'école du Louvre sur le Collège de France ? Entre 1882 et 1905, dans ce nouveau lieu d'enseignement, 10 chaires se sont créées, ce qui a bouleversé considérablement la géographie de l'enseignement, de l'archéologie et de l'art. Depuis 1902, les cours d'histoire générale de l'art en 25 leçons de Reinach connaissent un succès considérable.
Et dans la note de présentation de la fenêtre, cela a été cité, la question du succès est prise en compte. Je ne reprends pas la citation qui a été donnée ce matin. Et quand on regarde les archives de l'école du Louvre, on voit que la fenêtre a plus d'auditeurs que Courageau. Donc jusqu'à ce que Reinach arrive, c'est celui qui a le plus de succès. Deuxième possibilité, est-ce le profil du candidat favori qui a influencé celui des rivaux? Il est en effet courant que le suppléant soit élu à la chaire vacante. Les autres candidats, bien plus jeunes, de 17, 24 ou 21 ans que la fenêtre, ont un profil très proche du sien, mais sans lui faire de réel ombrage. Outre les deux désistements, Potier et Émile Malle ne se présentent qu'en seconde ligne, et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Monsieur Compagnon m'a expliqué ce que vous m'avez expliqué. En seconde ligne, on ne candidate pas tout à fait, en fait. Et il n'y en a qu'un en première ligne face à la fenêtre, c'est Nolhac, mais de 21 ans, le cadet. Donc l'enjeu des candidatures en seconde ligne est de se faire connaître. Et Boissier insiste ainsi à l'Assemblée du Collège de France, puisqu'il dit « Monsieur Potier ne se présente qu'en seconde ligne. Si l'on pouvait élargir les chaires du Collège de France, il y aurait évidemment lieu de faire dès maintenant quelque chose pour lui. » Donc c'est une manière de se faire connaître. Les élections de 1905 au Collège de France sont donc le point d'orgue du nombre de conservateurs candidats à une chaire d'esthétique et histoire de l'art. Elles entérinent une situation mise en place par la suppléance de la fenêtre en 1889, tout en constituant un moment de bascule où le profil des professeurs s'oriente en faveur des conservateurs, en particulier du Louvre, plutôt que des artistes, dans un jeu de différenciation avec l'école des beaux-arts et d'imitation de l'école du Louvre. Après la chaire de peinture fondée en 1885 à l'école du Louvre, est créée en 1887 la chaire de sculpture qui est confiée à Courageau, dont les successeurs André Michel et Paul Vitry seront professeurs ou suppléants au Collège de France après la fenêtre. Et quand on met la chronologie des chaires de l'école du Louvre en face des candidats ou des professeurs, des premiers professeurs au Collège de France, je trouve cela assez saisissant, de voir qu'à un moment, il y a peut-être eu un effet d'imitation, ou du moins, on regarde du côté de l'école du Louvre. J'en viens à ma deuxième partie, circulation et répartition du savoir entre le Louvre, l'école du Louvre et le Collège de France. Par ces cumuls de postes, la fenêtre présente un cas intéressant pour comparer les enseignements de l'art dans deux institutions, interroger le rapport du professeur au musée, la manière dont un modèle d'enseignement et un savoir peut circuler ou se répartir entre deux établissements. Le travail de l'Interien, tout en m'ayant beaucoup aidé, me semble trop cloisonner les lieux. Pendant près de 16 ans, à partir du mois de décembre, la fenêtre donne cours dans deux lieux proches géographiquement. Le samedi à 3h30, dans une des salles de la cour Le Fuel de l'école du Louvre, pour un cours d'histoire de la peinture. Le lundi, puis ensuite ce sera le mardi, et jeudi à 10h15 au Collège de France, dans la salle 5, dans le cadre de la chaire esthétique et histoire de l'art. Le reste du temps, il travaille au département des peintures et des dessins du musée du Louvre. Cette triple vie se saisit au détour de plusieurs lettres où les missions du conservateur se mêlent aux considérations sur les fatigues du professeur. Ma lettre préférée est celle où, après avoir évoqué qu'il ne fera pas cours au collège et au Louvre à cause d'une bronchite, il parle de l'arrivée de l'odalisque d'Ingres, et je ne pouvais pas ne pas mentionner cela face à vous, François René. Je cite l'extrait, on devait peut-être m'apporter l'odalisque d'Ingres. Si elle est là, faites-la mettre dans un de mes cabinets en endroit sûr. Je la soumettrai au comité avec, et puis je n'ai pas réussi à lire, à la séance du 29. 3 documents permettent le travail de comparaison, les leçons d'ouverture, les programmes et les notes de cours. Donc les leçons d'ouverture ou le transfert de la méthode scientifique. Des 3 leçons d'ouverture que la fenêtre prononce au moment de ses prises de poste, seule la première, lue à l'école du Louvre, est publiée. Longue de 13 pages, elle paraît dans l'Artiste en août 1886, ce qui lui confère une importance particulière.
Que la seconde de 1889, dite au Collège de France, reste à l'état manuscrit, s'explique par le statut de suppléant de son auteur, tandis que celle du professeur élu en 1905 prend la forme d'un hommage à son prédécesseur Guillaume. Après 16 ans de suppléance, il est sans doute plus utile d'exposer sa méthode et son programme. Malgré cette première dissymétrie entre les deux lieux, les leçons de 1886 et 1889 sont assez proches dans leur contenu, celle du Collège de France étant une reprise beaucoup plus brève des grands principes exposés 3 ans auparavant. Le transfert principal de l'École du Louvre au Collège de France concerne la méthode adoptée, la manière de définir l'approche de l'historien de l'art sur le modèle scientifique. Dans les deux leçons, Lafenestre insiste sur la primauté accordée à l'observation des objets contre la spéculation abstraite. En 1886, il écrit ainsi se situer, je cite, « sur le terrain de l'observation et de l'analyse. Ici, nous n'avons à juger les œuvres ni d'après nos impressions personnelles, ni d'après des principes philosophiques. » S'il reprend le discours officiel de l'École du Louvre sur son enseignement, il présente cela comme une application à l'art d'une méthode scientifique déjà mise en œuvre dans d'autres disciplines. Je cite, « Il ne semble donc plus impossible d'appliquer à l'étude historique de la peinture la méthode scientifique que tant d'illustres contemporains ont déjà appliquée avec tant de succès à l'ethnologie. » Et j'ai trouvé ça assez surprenant d'avoir l'ethnologie en premier, qui n'est pas encore une discipline enseignée universitaire à l'époque, à la philologie, à l'archéologie, à l'histoire sociale. On peut désormais établir, par l'analyse et la critique combinée des faits et des documents, un classement régulier des ouvrages de peinture en établissant avec plus de précision la série de ces évolutions. Aucun laboratoire ne se prête mieux que le Louvre à ce genre d'entreprise. C'est celle que nous allons tenter. Lafenestre file la métaphore du modèle scientifique, empruntant ses images aux sciences naturelles. Observation, classement, dans la tradition des travaux de savants, on peut songer au classement de Linné, évolution, laboratoire. Il pense implicitement le Louvre et l'étude de ses collections sur le modèle du Muséum d'histoire naturelle et de ses travaux, tandis que dans le rapport du 11 avril 1882 sur la création de l'École du Louvre, le modèle invoqué est le PHE. Avec lui, la méthode scientifique passe donc à l'étude de l'art, en particulier de la peinture, dans le mouvement de d'autres disciplines, puis transférée de l'École du Louvre au Collège de France 3 ans plus tard. Au Collège, Lafenestre reformule le principe méthodologique en termes plus philosophiques, cherche davantage à concilier esthétique et histoire de l'art, selon l'intitulé de HR, mais continue de mettre l'accent sur l'observation des œuvres. Je cite, « C'est afin de me mettre en garde moi-même contre les faciles intéressements des développements littéraires que j'ai voulu, critique d'observation plus que de spéculation, me placer de suite sur le terrain solide des faits. La méthode expérimentale me paraît, je l'avouerai, à l'heure actuelle la plus capable d'étudier, sinon de résoudre quelques-uns des innombrables problèmes posés par les recherches des philosophes. Ou bien c'est avec les monuments, etc. Non, je vais quand même la lire. C'est avec les monuments, ou tout au moins leur reproduction, que nous interrogerons avant tout, aussi naïvement, aussi simplement que nous le pourrons faire, et comme si nous trouvions en présence d'œuvres récentes et nouvelles. Excusez-moi. Bien que le musée constitue le terrain privilégié d'application que Lafenestre indique dans la leçon de l'École du Louvre, il n'est pas le seul. Le professeur insiste également sur la double révolution technique qui permet de renouveler l'étude de l'art, la reproduction photographique et le chemin de fer, en rendant plus aisée et précise la vision des œuvres, amène à décentrer le regard de la vie des peintres vers l'histoire des œuvres. Et la photographie que j'avais mis sur le programme, prise de Lafenestre dans la salle 4 où nous sommes, du Collège de France, une fois qu'il est élu au professeur, met bien en scène l'importance dans son enseignement de ces reproductions en grande planche ou dans les livres. En 1905, le point n'est plus aussi novateur qu'il était en 1886 et 1889. Par exemple, son collègue à la Sorbonne, Henri Lemonnier, titulaire de la chaire d'art moderne, pose derrière un bureau couvert de plaques de verre. Le match se joue désormais sur le plan technique des supports de cours,
deux écoles coexistent, les adeptes des planches contre les partisans des plaques de verre. Point. Donc c'est vrai que du coup, ça donne un petit... ça ne rajeunit pas la fenêtre sur la photo avec ces grandes planches, mais ça le rend plus charmant. Je crois que je reprendrai ce mot. Point remarquable, dans aucune des leçons d'ouverture, la fenêtre ne reprend à son compte le discours de rivalité scientifique avec l'Allemagne, très développé dans le rapport sur le maintien de la chair de 1882. Donc les programmes de cours ou la répartition des savoirs. Malgré le transfert d'une méthode scientifique d'un établissement à l'autre, malgré la circulation constante de la fenêtre entre deux lieux d'enseignement, l'école du Louvre continue au fil des ans de revendiquer sa différence par rapport au Collège de France. Ainsi, Théophile Aumol, directeur des musées nationaux, dans une note d'août 1904, où il fait le bilan des 22 ans d'existence de l'établissement, écrit-il : « En tant qu'école d'enseignement artistique, l'école du Louvre était à l'origine d'autant plus nécessaire que l'histoire de l'art, sauf pour l'archéologie classique, n'était pas encore entrée dans les programmes universitaires. Elle n'a plus aujourd'hui cette origine unique, mais elle garde encore une personnalité distincte et conserve des avantages exclusifs sur les cours de l'Université de Paris ou du Collège de France par son caractère pratique, objectif, par le commerce direct des monuments originaux. Elle a dû à son caractère et au talent de ses professeurs un succès aussi brillant que légitime. Des cours comme ceux de Feu Courageau, de messieurs Lafenesse, Michel, Potier, Reinach lui ont assuré une réputation qui a franchi les limites du monde des savants et les frontières de la France. Cette case blanche relative à la migration des professeurs de l'école, notamment de l'autre côté de la Seine, n'est pas sans étonner. La comparaison des programmes de cours de la fenêtre permettra d'interroger s'il existe une répartition des savoirs entre les deux lieux, de mesurer le poids de l'intitulé d'une chaire sur la constitution d'un enseignement. À l'école du Louvre, le programme est chronologique, la fenêtre se donnant pour objectif de couvrir toutes les périodes selon l'annonce faite dans la leçon d'ouverture de 1886. Je cite : « La division de notre cours est imposée par la chronologie. Nous étudierons successivement l'art de peindre sous toutes ses formes durant ces 4 périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes. » La fenêtre ne cale pas son organisation sur la contrainte de la scolarité en 3 ans, du coup. Les intitulés des cours, dont l'ouvrage sur l'école du Louvre de 1932 donne la liste, montrent ce parcours au fil des époques, avec néanmoins un net déséquilibre en faveur de la Renaissance italienne. La fenêtre consacrant seulement sa première année à, je cite, la peinture dans l'Antiquité, 3 années au Moyen-Âge, tandis qu'il s'arrête à la peinture à Rome au début du XVIe siècle, sans aborder les temps modernes. C'est avant tout l'auteur de la peinture italienne, parue en 1885 chez Quentin, qui fait cours. Le sujet majeur qui occupe la fenêtre est la Renaissance, question qu'il aborde successivement à 2 échelles, la question des influences mutuelles entre pays, ou la logique des transferts artistiques à la Renaissance, durant les années d'enseignement de 1889 à 1994, puis les écoles régionales en Italie qui l'amènent au-delà des années couvertes par son livre. La fenêtre annonçait cette attention particulière portée à la comparaison des nations dès sa leçon inaugurale. Je cite : « Dans la plupart des ouvrages qui exposent l'histoire de la peinture à partir de la Renaissance, on suit tour à tour son développement complet dans chacun des pays qui l'ont cultivé, en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France, en Espagne. Cette méthode simplifie, en apparence, l'exposé d'une activité si générale, mais elle présente le grave inconvénient, lorsqu'on s'y enferme, de laisser perdre de vue la simultanéité des efforts qui se produisirent alors sur presque tous les points de l'Europe à la fois, de faire oublier les échanges continus de pensée qui s'opérèrent alors entre les différents peuples, de méconnaître les influences réciproques qu'ils exercèrent sans cesse les uns sur les autres. L'esprit se trouve ainsi disposé à s'exagérer l'importance relative de l'école qu'on étudie exclusivement. Par son intérêt porté au transfert durant la Renaissance, la fenêtre entre ainsi en dialogue avec Louis Courageau,
titulaire de la chaire de sculpture depuis 1887, qui consacre à la même période plusieurs cours à l'idée que la Renaissance française fut inspirée par les Flandres plutôt que par l'Italie. Dans l'un des seuls articles écrits sur la fenêtre, Claire Barbillon et François-René Martin ont souligné que dans la peinture italienne, l'auteur accrédite, je cite, de manière plus estompée que courageuse, la thèse de l'importance des Flandres, en particulier de Van Eyck, dans le tournant naturaliste préparant l'avènement de la Renaissance. Les intitulés des cours montrent que le professeur prolonge cette réflexion, la creuse, la met à l'épreuve et cherche à partir de coupes synchroniques d'une année ou de quelques mois à comparer l'état des arts en France et dans ses pays frontaliers. En 1889-1890, il aborde ainsi, je cite, c'est le titre de son cours, les premières écoles de la Renaissance au XIVe et XVe siècle en Italie, en France, dans les Flandres et en Allemagne. En 1892-1893, son cours est intitulé « La peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ». Et l'année suivante, le développement de la peinture dans la deuxième moitié du XVe siècle dans le Nord et en Italie, sous l'influence des premières écoles naturalistes. Dans le fond... 5 minutes. Ah oui, je suis vraiment en retard. Donc, dans le fond de la BCMN, je suis très en retard. Dans le fond de la BCMN, seul ce dernier cours de 1893-94 est conservé, composé de près de 314 feuillets de notes. Il permet de voir comment se constitue une année de cours, puisque j'ai pu reconstituer 16 leçons. Et on voit que la fenêtre aborde successivement sur cette question que je vous ai dit à l'intitulé du cours, le développement de la peinture dans la deuxième moitié du XVe siècle dans le Nord et en Italie sous l'influence des premières écoles naturalistes. Il y a d'abord une introduction générale, puis il s'intéresse à la tapisserie, et vous voyez qu'il compare tout de suite peinture décorative Flandre, France, Italie, puis il va s'intéresser plus à la peinture, d'abord en Allemagne avec les écoles allemandes, puis en Italie avec l'école florentine de la deuxième génération. J'avais pris comme exemple la 11e leçon pour vous faire sentir ensuite comment il travaille, comment il fait cours. Donc il a toujours une pochette où il inscrit une courte bibliographie. Vous avez en fait trois références bibliographiques, souvent des articles. Puis ensuite, il fait un rapide cours où il le met en contexte. Puis il présente la biographie d'Holbein, puisque le cours que j'avais choisi, c'était Holbein le Vieux. Et ensuite, il organise ses cours sur 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, vous avez un très bref texte qui correspond à son cours. Et dans la colonne de droite, la liste des œuvres qu'il montrait. Et on voit bien, en feuilletant ces manuscrits, que l'essentiel du cours prenait la forme de commentaires d'œuvres. Et le commentaire, le témoignage que donne un de ses élèves, Jean Guiffret, va dans ce sens, puisqu'il nous dit que La Fenêtre racontait ses voyages en cours. Et on imagine bien que face aux œuvres, il devait raconter ses visites. Alors, qu'en est-il au Collège de France ? Et j'ai honte d'être aussi en retard si je dois aller trop vite sur le Collège de France. Donc j'avais repris ce que vous avez lu ce matin, Émilie, le rapport de Cagna qui dit que justement la Fenestre, et je vais résumer un peu ma pensée, faisait cours sur toutes les périodes historiques et faisait cours aussi sur des questions d'esthétique. J'aimerais nuancer un petit peu ce rapport de présentation par rapport à la liste des cours que j'ai étudiés. Première nuance à apporter, certes, qui est due à la situation de la suppléance qui ne permet pas de penser finalement un programme continu sur plusieurs années puisqu'il est renouvelé coup par coup. Donc il faut tenir compte de cela. On se rend compte que la Fenêtre fait essentiellement cours sur la Renaissance et la première Renaissance, je dirais même sur un siècle, le XVe siècle, puisque 11 de ces 16 leçons de suppléants sont consacrées à cette période. Tandis qu'il ne parle qu'une seule année de l'Antiquité. Et puis, il ne parle pas du XVIIIe siècle. Il va consacrer un cours au XIXe siècle, mais en lien avec l'actualité
des expositions universelles, puisque son cours sur le 19e siècle est lié à un cours sur les expositions universelles, et il le fait en 1899-1900, justement pour annoncer l'événement qui aura lieu à Paris. Donc on voit bien que ce n'est pas un souci d'histoire qui le guide dans ce choix de cours. Et autre nuance sur la question esthétique, la fenêtre aborde bien des questions esthétiques qui sont absentes de son enseignement de l'école du Louvre, mais de manière ponctuelle, essentiellement dans les années 1900, autour de l'élection de 1905. Je cite les titres: Histoire de la beauté dans les arts et les idées de l'Antiquité, en 1903-1904, les variations du goût et de l'imagination dans la peinture au XIVe et XVe siècle, depuis Giotto jusqu'à Léonard de Vinci, en 1904 et 1905. Et si je vais à la première année de professeur, la nature et la tradition dans l'imagination et les arts du Moyen-Âge, en 1906-1907. Les intitulés montrent un infléchissement par rapport à ses prédécesseurs. La fenêtre traite les questions esthétiques en historien plutôt qu'en philosophe. Histoire de la beauté et non pas la beauté, dans les arts et les idées, conciliant ainsi observation et spéculation. La vision essentialiste, portée par les concepts traditionnels, goût et imagination, est infléchie par la prise en compte du temps historique, la variation et la chronologie, depuis Giotto jusqu'à Léonard de Vinci. Il suffit d'ailleurs de regarder une pochette de cours, alors là c'était l'exposition universelle, pour s'en rendre compte, puisque le cours L'imagination dans la peinture française est tout de suite sous-titré Coup d'œil historique. Donc, vous voyez la résistance de la fenêtre. Il y a donc une forme d'adaptation de la fenêtre à l'intitulé de la chaire du collège que l'on saisit en soulignant des différences avec ses cours de l'école du Louvre, une approche historique et pas une histoire de l'art, des questions esthétiques, mais portant la marque d'une résistance de l'historien. Alors, j'avais encore... 2 minutes, pas plus. 2 minutes, oui. Alors, je voulais comparer du coup les cours de la Renaissance, pour savoir s'il y avait une différence entre le traitement de la Renaissance à l'école du Louvre et le traitement de la Renaissance dans ces lieux. Donc, la fenêtre ne refait jamais le même cours la même année. Il ne va pas le samedi refaire cours le mardi au Collège de France sur le même intitulé. Mais néanmoins, on voit qu'il a quand même l'art des variations sur ces cours de la Renaissance et qu'on peut observer dans les archives que de temps en temps, les pochettes circulent. Alors, elles circulent moins de l'école du Louvre vers le Collège de France que du Collège de France vers l'école du Louvre. Donc, tout va bien. La recherche est toujours en train de se faire ici. Pour reprendre. Donc là, j'avais trouvé un exemple d'un cours de 1890 repris en 1893, horreur, à l'école du Louvre. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est que je m'étais demandé s'il avait il évolue quand même de la Renaissance italienne vers la Renaissance française au Collège de France. Et je me suis demandé, du coup, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Alors, si on compare vraiment, on met en vis-à-vis les deux cours, lorsqu'il s'intéresse vraiment à la Renaissance française du XVe siècle dans ses murs, il fait cours à l'école du Louvre sur les écoles italiennes. Donc, ça amène à relativiser tout cheminement qu'on pourrait tirer de cela. Et ce qui m'intéressait, je me suis dit, mais c'est vrai que des fois on dit, on veut faire de la Renaissance française peut-être un lieu autonome qui ne soit plus au carrefour de traditions. Est-ce que au Collège de France, la fenêtre serait plus critique vis-à-vis de Courageau? Donc je m'étais posé la question, et non, la fenêtre c'est quelqu'un de droit, il ne va pas être plus critique ici. Et dans les archives, j'ai vu alors je voulais vous montrer des endroits où, vous voyez, ces bibliographies, il y a 6 articles de Courageau dans une bibliographie sur la Renaissance française, et puis sur un cours sur l'italianisme, ici de nouveau Courageau en premier. Et quand on lit ces cours, on s'accroche un peu, mais on arrive quand même à les lire, il parle toujours du carrefour. Il dit d'abord la France est influencée par les Flandres, puis ensuite par l'Italie. C'est vraiment sa grande idée. Donc il reste fidèle à cela. Et la principale, et je conclurai là-dessus, c'est dommage parce que je refaisais le lien vers le musée, peut-être la principale particularité de l'école du Louvre, des cours au Collège de France sur la Renaissance française, c'est le lien établi avec l'écriture de l'histoire de l'art, la fabrique de l'histoire de l'art.
ça c'est vraiment pour vous faire culpabiliser, c'était le côté génétique. Et j'aurais pris le cas de Jean Fouquet, que vous n'aurez pas du coup. Et, vous avez bien 2 minutes. Je savais que je gagnerais. Bon. Donc Jean Fouquet me sauve, je ne l'aurais jamais cru. Mais... Donc, Jean Fouquet, et tout le monde, les historiens de l'art, et plus vous que moi, savez que La Fenesse a écrit une monographie publiée en 1905. Et en général, on la met dans la suite de l'exposition qui a été faite en 1904. En fait, il faut remonter bien avant, à un cours qu'il a donné en 1898-1899, je ne veux pas dire de bêtises, où c'est la première leçon qu'il donne sur la Renaissance française. Lorsqu'on regarde ce texte, on se rend compte qu'il le récupère, qu'il le réécrit, le met au propre pour un article qu'il va publier dans la Revue des Deux Mondes en 1902 sur Jean Fouquet. Alors, il y a encore 3 ans entre cet article de Jean Fouquet qui met au propre un cours et la monographie. Alors, je vous ai déjà dit dans mon plaidoyer du suppléant qu'il est malade, donc ça retarde son travail. Il y a évidemment les expositions qui vont raviver son engouement pour ce Fouquet et pour écrire dessus. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est le fait que La Fenesse est aussi conservateur au Louvre et il réaménage les salles, et notamment les salles de la Renaissance française. Alors j'ai essayé de savoir quand est-ce qu'il avait réaménagé la salle 10, qui s'appelle salle Jean Fouquet. Donc ma date est encore un peu hypothétique, mais je crois que ce réaménagement, ou du moins la réouverture de cette salle, s'est faite en mai 1900, juste dans la foulée de la réaménagement de la galerie Rubens. Cela veut dire que le cours de Jean Fouquet au Collège de France a aidé à mûrir le réaménagement qui a été fait au Louvre et qui a donc précédé tout de même ces grandes expositions européennes en 1902 et 1904. La première mention que j'ai de cette salle Jean Fouquet, elle date d'un catalogue de 1903, donc c'est pour ça que je suis encore un peu incertaine sur ma date de mai 1900, j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. En 1907, elle s'appelle encore comme ça, et je finirai sur cette idée. En 1909, le prieur qui succède à la Fenêtre au Louvre la renomme salle des primitifs français. Donc vous voyez un autre lien entre le professeur et le musée. Le musée n'est pas que le laboratoire pour avoir des exemples pour écrire une histoire de l'art, mais le cours est aussi le laboratoire pour penser le musée. Je vous remercie de votre générosité pour le temps. Merci. Merci beaucoup, Jessica Desclaux, pour cette communication dans laquelle on rentre effectivement dans des fabriques où se croisent beaucoup de choses, l'écrivain et l'historien de l'art, le suppléant forçat qui court d'une école à une autre, et à la fin, et c'est tout à fait passionnant, la fabrique du cours qui devient fabrique d'un livre avec un passage par les salles du musée. C'est quelque chose de tout à fait passionnant, dont La Fenêtre est exemplaire. Et finalement, le mot qui était cité en ouverture, il est bien de Berenson. Vous avez pleinement réussi à nous le rendre encore plus charmant que veut bien le dire Berenson, et sans doute plus intéressant qu'il ne le disait, mais Berenson n'était pas quelqu'un de très généreux. Une chose, juste en passant, et je vais laisser la parole à l'auditoire pour des questions. Le trajet qui mène au musée, quand on veut devenir écrivain, il y en a d'autres qui ont essayé de l'emprunter. C'est vous, Philippe, qui me citiez Marcel Proust, qui voulait entrer à l'école du Louvre parce que ça lui permettrait d'obtenir une sinécure pour devenir écrivain. Voilà. Bon. Donc on peut trouver là aussi d'autres exemples de littéraires, mais alors, d'un certain point de vue, il n'a pas eu tant de chance que ça, La Fenêtre, puisqu'il s'est retrouvé tué par la tâche, si on comprend bien, ce qui a sans doute gêné sa carrière et son œuvre d'écrivain. Je laisse la parole peut-être pour des questions, 2 ou 3, on fera une pause ensuite qui sera raccourcie, c'est bien qu'il y ait quand même des débats, avant de passer à la dernière session de cet après-midi. Philippe Duret. Alors, je suis très intéressé par cette comparaison des cours, etc. Je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est qu'il faudrait savoir ce qu'il avait pu mettre dans la salle de la présidence
une grande partie de cette appellation vient du prestige de Fouquet. Parce que, à part éventuellement les œuvres d'Étienne Chevalier, mais qui ne sont pas au Louvre à ce moment-là, de toute façon, il y a le portrait de Charles VII, il y a avec 2 œuvres. Hein. Oui, oui. Donc, c'est pas tellement une disposition qui procède de ces réflexions, c'est un honneur rendu à Fouquet, je pense, une prééminence en nommant la place, ce que le prieur abandonne ensuite en revenant au primitif français. Si je peux me permettre, en fait, j'ai regardé, donc il n'y avait que 2 toiles, et puis après, il y aura L'homme au verre de vin, acheté en 1904, il aurait fallu aussi l'inclure dedans, de Fouquet au Louvre, au début. On avait quand même une au Salon Carré, donc il avait quand même une place d'honneur en étant déjà au Salon Carré, et une dans la travessée de la Grande Galerie. Alors, ça fait très chic de dire ça, mais puisque j'ai les catégories du guide, après voilà. Et il les rassemble quand même dans une salle qui, ensuite, quand on regarde les guides, s'appelle salle Jean Fouquet et dévolue à la peinture française du XIVe et XVe siècle. Donc Jean Fouquet devient un peu l'emblème, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans son cours qui s'intitule Peinture ou Histoire, la Renaissance du XVe siècle, commence par Jean Fouquet. Donc c'est un peu la même logique tout de même. On prend un siècle, mais on élit tout de suite une figure, en effet, qui est minoritaire dans la salle, mais qui est pour lui un symbole fort. La deuxième remarque, c'est sur la question de son utilisation de reproduction papier. Je pense qu'il y a une raison matérielle toute bête aussi qui fait ça, c'est que l'école du Louvre est totalement pingre à ce moment-là sur les moyens qui sont accordés à ses enseignants. Et si elle utilise des plaques de verre, parce que des Courageaux, etc., elle utilise des plaques de verre, mais c'est des plaques de verre qui sont prêtées par des photographes professionnels, etc., qui sans doute voient d'un bon œil, comment dirais-je, dans une logique commerciale, leur présence dans les salles de l'école du Louvre. Les professeurs payent de leur poche les plaques de verre, etc. Donc, je pense qu'il n'est pas exclu que la Fenestre ait eu surtout ce moyen commode de faire circuler des... Enfin, commode. Moins bien que les plaques de verre, bien sûr, mais enfin, moins coûteux, en tout cas, que... Voilà. Donc, à cette époque-là, la Sorbonne avait plus d'argent avec ses plaques de verre que le Collège de France avec ses planches. C'est à discuter. Ah oui. Émilie Oléron. Merci beaucoup pour cette communication passionnante, donc qui prolonge. On avait le projet en germe et puis sa réalisation qui a dû coûter beaucoup d'énergie apparemment au pauvre Georges Lafenestre. Et c'est justement sur le statut du suppléant que je m'interroge. En fait, on a vu des télégrammes informant qu'il devait être en poste. Et je me demandais si il avait complètement carte blanche pour le contenu, ou si les programmes étaient publiés et il fallait qu'il s'y tienne, et si on lui transmettait du contenu ou des notes. Enfin, c'est quelqu'un qui a dû être suppléant qui parle en fait dans cette question. Non, je crois que le seul impératif qu'il a, c'est de rentrer dans le cadre de l'intitulé de la chaire, mais après, ça ne va pas au-delà. Surtout au Collège de France où il n'y a pas de diplôme, il y a quoi Est-ce que si le programme était déjà publié sur les affiches, on voit que des fois c'est rectifié à la main, en effet. C'est beau sur Salamandre, aller voir quand les affiches sont numérisées et il les numérise des fois avec les papiers, les corrections, c'est très beau à voir.